Et également que malgré son jeune âge, elle n'est pas à son premier ouvrage, elle est à son quatrième ouvrage. C'est le quatrième ouvrage à son actif. Donc c'est rare d'avoir un auteur et un ouvrage. On sait ce dont elle parle dans ce texte. On va simplement lui demander d'où lui est venue cette motivation ou voilà, d'écrire. Puis voilà. Alors, s'il faut que je parle de mon histoire d'écriture, c'est-à-dire de là où j'ai commencé à écrire, ça date. Enfin, j'ai commencé à écrire un peu plus jeune, mais je ne prenais pas au sérieux. J'avais l'habitude, un peu comme toutes les jeunes filles, d'avoir un cahier que je décorais avec des petits cœurs. J'appelais ça à la base un cahier d'amitié, cahier d'amour avec des camarades. Chacun écrivait un peu ce qu'il veut, voilà, sous son amoureux et voilà, les histoires de jeunes filles. Et quand mes parents étaient loin, j'avais aussi une petite sale habitude, quand on me tapait, je notais. Je notais. Du coup, même quand je suis allée en France, je suis allée avec des gros cahiers où je notais un peu tout ce que je vivais, tout à l'école, et puis voilà. Mais un jour, pendant que je lisais, je suis tombée sur une citation de Nelson Mandela qui disait qu'on ne peut juger un homme que lorsque ce dernier n'ouvre pas sa bouche pour parler en faveur des opprimés. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. Mon premier ouvrage, L'ennemi du noir, c'est le noir, je l'ai développé de cette phrase. Et je l'ai écrit en fonction de mon vécu. Hein. C'est, bon, contrairement à ce qu'on croit, que ce livre parle un peu de toutes les tares de l'homme noir, c'est pas ça. C'est un livre que j'ai écrit en fonction de mon vécu. J'ai raconté mes premières années en France, mes difficultés relationnelles avec les jeunes filles d'incarnation noire comme moi. C'était difficile. J'ai pas eu de problème avec les Babtous, les gens du pays. Mais c'était souvent avec des jeunes filles comme moi, d'incarnation noire, comme j'ai dit tout à l'heure, avec qui j'avais des difficultés. Et d'où m'est venue l'envie d'écrire, tout ça. J'ai commencé l'écriture là. Et quand vous commencez l'écriture, c'est difficile de s'arrêter. Une fois que vous commencez, il y a des critiques. Et ces critiques-là vous poussent à vous améliorer et à écrire et à écrire encore. Et l'écriture aussi, je pense, naît de l'observation. Et moi, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Plus j'observe, plus je n'ai pas toujours la possibilité de parler. Et même si je parle, étant donné que je me dis que c'est difficile de se faire entendre par les gens dont on veut qu'ils nous écoutent, alors je passe par l'écriture parce que je me dis, bah, les gens aiment lire quand même. Pas tout le monde, mais il y en a quand même qui lisent. Féliciter l'auteur, d'autant plus que c'est une jeune, une jeune Congolaise qui a, qui a vécu et qui a rencontré ses vraies origines beaucoup plus tard. Et, et un travail d'essai dans l'écriture est toujours un travail beaucoup plus compliqué que la simple plume de raconter ce qu'on vit ou ce qu'on voit, parce il y a la dimension recherche. Je n'ai pas encore lu tout l'ouvrage, mais déjà le petit résumé montre qu'il y a eu un grand travail de recherche. Et donc la première question, c'est de savoir, est-ce que vous avez été dans votre village Kakamweka à l'âge de 5 ans, mais est-ce qu'à l'occasion pour l'écriture de cet ouvrage, est-ce que vous êtes allé, vous êtes retourné dans ce village pour approfondir un peu tout ce que vous avez écrit. Et d'autre part, n'ayant pas encore lu l'ouvrage, je ne sais pas jusqu'où s'est étendue votre description de Kakamweka, mais j'en parle parce que je suis dans une relation récente avec Kakamweka que je ne connaissais pas, pardonnez-moi de ce lapsus, mais que j'ai découvert grâce à son excellence Pierre-Michel Ngimbi il y a quelques mois et qui m'a édifié sur le fait que Kakamweka a une histoire très importante dans l'esclavage. Et donc j'aimerais savoir si cet aspect de Kakamweka, parce que c'est quand même votre village, et donc d'ailleurs le Kakmwek se retrouve, donc l'ayant entendu avec toute la signification, c'est savoir, donc je reviens, donc la première question c'est est-ce que vous y êtes allé, et est-ce que vous avez abordé cette dimension-là dans votre ouvrage. Merci. Alors, je ne suis pas retournée à Kakamweka, malheureusement, pour interroger les habitants de là-bas, pour qu'ils me racontent un peu plus encore l'histoire. Par contre, je me suis documentée avec la thèse. En fait, j'ai lu la thèse à un de mes oncles a soutenu son DEA avec. Il avait comme thème de sa thèse Kakamweka et le Kiyombi. Il avait fait une étude du village et de la langue. Et c'est une thèse qui fait près de 300 pages.
Et je pense que ça raconte assez très bien le vécu quand même des Yombé. Après, moi, je l'ai résumé avec mes mots de jeune fille, je ne pouvais pas tout mettre. Voilà, j'ai retenu le peu et évidemment, c'est vrai que j'ai vu ça, on m'a parlé un petit peu d'esclavage. Bon, moi, j'ai des parents aussi pygmées, des pygmées. Les Yombé, c'est aussi des pygmées. Je voudrais d'abord vous féliciter vraiment pour la qualité du travail. Je suis très impressionné à votre jeune âge. On dit que les femmes n'ont pas d'âge, donc je ne le dirai pas, mais vous devinerez. Quatre ouvrages, c'est impressionnant. Donc c'est une fierté, en fait, pour nous Congolais, mais pour nous Africains également. Ma question, elle est simple, je n'ai pas lu l'ouvrage. Vous êtes en France. Vous avez, dans le petit extrait que j'ai lu, en fait, vous parliez de cette petite expérience à l'école. Vous êtes de quelle ethnie? Vous êtes Vili? C'est ce que vous répondiez. Vous découvrez que vous êtes Yombé. Les Yombé, ils viennent bien sûr de la République démocratique du Congo, une partie du Cabinda, une partie du Congo-Brazzaville. C'est le Mayombe. Dans votre ouvrage, ensuite, vous parlez des royaumes africains, donc vous remontez. Et quelque part, la question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui inspire justement toute cette démarche qui finalement aurait tendance à mettre en avant le fait que l'homme noir n'est pas tel qu'il est présenté, je dirais, par l'Occident. Donc qu'est-ce qui a motivé pour vous, je dirais, ce voyage, je dirais, à travers les racines, et peut-être pour mettre en avant la dimension, et je veux dire la force et toutes ces valeurs spirituelles, intellectuelles de l'homme noir? Je pense pas que j'aurais pu m'intéresser à ces choses, je pense. Et c'est avec l'éloignement que j'ai d'abord appris aussi à aimer mon pays, à chercher à le découvrir à travers les écrits, puisque malheureusement je ne suis plus là-bas. Et l'histoire de l'Afrique, d'après ce que j'ai remarqué en France, est souvent réduite aux périodes de l'esclavage à la colonisation, la traite négrière, etc. Or, moi, mes parents m'ont appris que bien avant l'arrivée du colon, l'Afrique avait des histoires. J'ai toujours dit à mes camarades de classe qu'à une certaine époque, le Ghana était si riche qu'au palais du roi, même les chiens portaient de l'or. Et au lieu de toujours parler de l'Afrique, des problèmes actuels de l'Afrique, des problèmes que nous connaissons tous, moi je pense que pour valoriser le continent africain, comme m'a toujours dit mon père, l'Afrique est un continent certes laminé, mais à l'histoire majestueuse, à une histoire monumentale. Et les problèmes de l'Afrique, moi je les connais déjà. S'il faut me parler encore des coupes d'électricité, j'ai vécu ça quand j'étais au Congo. Mais étant donné que je suis à l'étranger, pour me sentir africaine et fière, parce que quoi qu'il arrive, écrivaine ou pas, s'il y a une particularité dont je me vante toujours partout quand même, c'est mon origine africaine, alors je préfère parler de ces bonnes choses-là, les histoires d'Égypte, rappeler, quand je dis que les Égyptiens, avant c'était des Noirs, des fois on ne croit pas, mais c'est ça, que les mathématiques, tout ça, ça vient de... Voilà. Des travaux. J'ai juste une question. Je voudrais donc savoir quelle est la projection que vous faites sur les attentes au sujet de votre œuvre. Voilà. Étant donné que tout le monde, que pas grand nombre de personnes ont lu le livre dans son intégrité, j'ai distribué des petites feuilles qu'on a photocopiées avec vous, vous savez. À travers ça, je pense qu'il va y avoir une idée au moins des Yombé déjà, parce que tout le monde ici ne connaît pas forcément les Yombé. J'ai dit tout à l'heure que même moi, étant né au Congo, je ne les savais pas avant. Je me disais que le Yombé, c'était que le Zaïrois. Donc ça va permettre aux jeunes, surtout aux jeunes étudiants, d'avoir une idée des peuples Yombé. Et après, je promets d'ailleurs de revenir un jour offrir aux étudiants le livre. Pas de les vendre, mais de les offrir. J'ai prévu le faire. Je ne donne pas une date fixe, mais ça arrivera. Et au moins, après avoir lu, ils pourront donner leur impression. Pour l'instant, ceux qui veulent se contenter du titre pour dire ce qu'ils pensent. Je vais juste, en écoutant votre question,
de l'homme noir, on aura toujours, on le fera, on le refera, voilà, on débattra. Mais moi, en lisant ton ouvrage et en me rappelant ça, je me suis dit que je ne fais pas systématiquement la différence entre, d'une part, le contributeur noir et le contributeur blanc, puisque tous deux participent d'une histoire. Quelle est cette histoire? C'est l'histoire de l'universel. Voilà, donc je ne m'arrête pas à cette distinction ou à ce clivage entre, d'une part, blanc, bleu. Ça, c'est les gens ou bien l'ignorant qui poste ce genre de clivage. Je pense qu'on est à un niveau où ce monument, et c'est vrai, et c'est là où j'ai hautement apprécié, je te l'ai dit, par exemple, ce que tu abordes, l'histoire des royaumes, l'histoire des empires, l'histoire des réalisations de l'homme, on l'apprend, même ceux qui sont dans le moyen secondaire, en tout cas du programme que je retiens sénégalais, ont cette approche. Mais c'est vrai qu'à force, moi-même étant formée dans les universités occidentales, on oublie. Il nous arrive d'oublier ce passé. On oublie la contribution de ces peuples à cette histoire de l'universel. On l'oublie. Et comme tu le dis si bien dans ton ouvrage, reprenant un célèbre aphorisme, l'histoire racontée par le chasseur est différente de celui du gibier. Maintenant, quand le lion, tant que le lion n'aura pas son propre historien, sera toujours au profit du chasseur. Mais c'est très important de temps à autre, puisque vous savez, quand vous savez d'où est-ce que vous venez, et la dernière fois, lorsqu'on discutait un petit peu, je vous disais que par rapport à l'esclavage, le vécu est très loin. Le ressenti, vous rebondirez sur cette question si votre point de vue n'est pas le même. Le ressenti pour un noir vivant, étant originaire de l'Afrique et resté ici, est différent de celui de l'Américain. Moi, je ne me revendique pas comme une descendante d'esclaves. Non. Je ne me revendique pas ça. Par exemple, quand je vois les luttes ou bien ce sentiment quand vous allez aux États-Unis, oui, nos frères noirs, mais je ne suis pas descendant. J'ai un ressenti différent. Ça ne veut pas dire pour autant que je néglige le ressenti ou le vécu de ces gens, des personnes issues de l'esclavage. Mais j'ai un regard un petit peu différent, moins sensible, moins sentimental. J'ai vécu à Gorée et je vois des Américains venir commémorer. J'y vais de temps à autre. Je m'émeus des conditions de vie, tout comme je m'émeus, par exemple, de Auschwitz ou d'autres choses, ou des massacres du Rwanda, etc. J'ai ce même rapport à cette histoire-là. Je ne me focalise pas, je me heurte quand il y a quand l'histoire de l'homme, de l'être humain en tant qu'homme est quelque peu bafouée, oui, je m'émeus. Mais je ne m'émeus pas, malheureusement, particulièrement à une période. Je m'émeus à tout ce qui a été dévastateur pour l'humain. D'accord? Je passe la parole, si vous le voulez bien. Je suis Destin Régis Marcelino. Je suis congolais, je suis en bachelor 2 à l'Institut supérieur de management. En fait, je tenais à te remercier pour ton dévouement à l'écriture, mais je voudrais un peu revenir sur... je voulais sortir un peu du contexte, je voulais venir un peu sur... excusez-moi, si je peux voir. Le troisième ouvrage qui est La France, une justice sans justesse est nulle et sans effet. Je crois que c'est de là que je t'ai connu, si je peux te tutoyer. Tu as été invité à l'Assemblée nationale française pour une séance de dédicace. Et je voudrais savoir de quoi parle vraiment ce livre. Pourquoi vous avez été invité à l'Assemblée nationale pour, je crois, le plus jeune livre politique, je crois, de France. Moi, je voulais savoir un peu de quoi ce livre fait état. Mais merci pour la question. Donc,
c'est vrai que, Ketsia, tu as des, je sais pas, tu as des titres. Alors, chaque année, la France organise la journée du livre politique. Et c'est l'Assemblée nationale, le président Claude Barthelone, et puis les députés qui organisent cette journée du livre politique. Et on sélectionne un certain nombre d'auteurs qui ont marqué l'année, en fait. Donc, pour l'année 2013-2014, j'étais surprise moi-même, je ne m'attendais pas à ça, mais j'ai été sélectionnée comme la plus jeune auteure du livre politique français. Donc, du coup, j'étais invitée à l'Assemblée nationale avec beaucoup d'honneur, c'était bien. Et j'ai fait la dédicace de mon livre « La France, une justice sans justesse et nulle et sans effet ». Bon, ce livre parle des biens mal acquis des Français. C'est un livre très politique, c'était la journée du livre politique, ça parle des biens mal acquis des Français. Je me suis inspirée des biens mal acquis concernant plusieurs chefs d'État africains. Et je me suis dit, bon, mais on parle des biens mal acquis des chefs d'État africains, pourquoi pas parler des biens mal acquis des chefs d'État occidentaux aussi, puisque moi je pense, enfin c'est mon opinion, hein, je suis libre d'écrire ce que je veux, je pense que je pense qu'eux aussi ils ont des biens mal acquis. Et je pense que s'il faut parler des biens mal acquis, j'estime surtout qu'il faut parler de leurs biens mal acquis. Je me dis, quand j'essaie de comparer, je me dis un appartement en France, des hôtels particuliers, des voitures de luxe, des magasins, c'est vrai que c'est fou, mais tous ces biens dont se sont constitués nos présidents à nous en France ne sont pas comparables à toutes ces ressources naturelles sorties de l'Afrique de façon illégale et au profit de la France. C'est ce que moi je me suis dit. Et donc j'ai écrit ce livre pour ça. Voilà. Comme madame est en train de dire, nous allons passer la parole aux jeunes, aux moins jeunes, tout ça. J'étais en train de me demander, je me situe où? Moi, je suis jeune. Voilà. Très bien. Je voulais dire, comme mes prédécesseurs, félicitations pour cet ouvrage, qui est très bien. Et d'avance, bonne chance pour la continuation. Et j'aimerais te dire que tu viens de m'éclairer sur quelque chose. Sur quelque chose parce que je me souviens, c'est dans les années 80... Non, c'était en 77. J'étais encore à la fac. J'avais un ami, mais qui refusait qu'on puisse dire qu'il est de Kakamweka. Qui refusait qu'on puisse dire tu es Yombe. Chaque fois qu'on le disait, Yombe, tout ça. Parce que pour nous, jusqu'à présent, j'utilise ce mot, je ne le cache pas. Il arrive des moments où je suis avec mes enfants, ça me revient à dire Mouyombe. Et quand on dit Mouyombe, c'est ce que vous avez dit quelque part là, effectivement, les Bana, Manzaka, tous ces consorts et tout, les pousse-pousseurs, les le boy, tout ça, tous ceux qui font les plus bas métiers, consorts et tout, en fait, c'est des vaillants. Ils sont très forts. Et ils gagnent à la sueur de leur front. Et nous, qui passons tout notre temps de Mouyombe, voilà, nombreux sont ceux qui ne gagnent pas comme ces gens-là, qui sont très valeureux. Mais ce que je ne comprenais pas, pourquoi la plupart des Vili, comme vous venez de le dire, ceux qui se disent Vili, qui sont pourtant Yombe, pourquoi ils le refusent? Et là, c'est pour ça, je te félicite. Je te félicite pour l'avoir dit et quelque part, ça m'a éclairé. Et c'est une fierté pour moi, le fait que tu puisses le dire. Il n'y a pas très longtemps, je ne le cache pas, on s'est bagarré avec mon frère ici sur le mot villageois. Et je vois ici, vous utilisez ça vraiment avec fierté. Enfin, quand j'ai se bagarré, on se taquinait. Je lui ai envoyé un petit message. Il dit, tiens, toi, tu n'arrives pas à ouvrir chaque fois, tu es comme un villageois, tout et tout. Il me répond quoi? Tu me prends pour villageois comme ça, tout et tout. Dans ma réponse, j'ai dû mettre des tonnes et des tonnes pour lui dire, moi, je suis un vrai villageois. Et je suis fier d'être villageois. Vous savez ce qu'on a au village? Vous savez ce que j'ai gagné au village? Quand je parte au village, ce que j'ai vu au village, ce que j'ai pas compris, n'est-ce pas, en ville? Sans le village, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Sans le village, je n'aurais pas compris qui je suis, d'où je viens. Sans le village, je n'aurais pas pu avoir peut-être ce degré de sagesse que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je respecte ce mot villageois tel que vous êtes en train de le dire. Et ça, c'est très bien. Mais j'aimerais savoir, j'ai essayé de voir, vous avez écrit à peine né en 92,
Et très vite, avec ma plume, moi j'aime toujours la plume, hein. J'ai la plume, hein. Pas le bic, mais la plume. J'ai essayé de calculer, j'ai vu, tiens, il a telle année, oui, ok. Je me suis dit, à 6 ans, c'était quelle année? C'est 97. En 97, déjà, on avait cette période malheureusement trouble chez nous. Je me suis dit, à cette époque, il réfléchissait. Jusqu'à maintenant, il a réfléchi. Moi, je me souviens, et c'est aujourd'hui que je me rends compte que j'ai mal fait. Quand vous avez parlé de vos cahiers, de là où vous écrivez tout et tout, j'ai bloqué un document comme ça de ma fille jusqu'aujourd'hui, qui a eu à écrire tout le parcours de ce qu'elle a vécu, parce qu'elle était restée au pays pendant la période trouble. Elle a écrit, je me suis dit, bon, elle s'est déchargée, je ne veux pas qu'elle puisse garder ça, je lui donnerai ça quand elle sera grande. J'ai bloqué, je lui donnerai. Mais quelque part, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu à rencontrer certains doyens, écrivains du pays, pour enrichir un peu, n'est-ce pas, ce parcours qui est très élogieux? J'étais en train de penser, est-ce que vous avez lu Tchekaya Utamsi? Est-ce que vous avez lu Sonny Laboutansi? Est-ce que vous avez parcouru ce qu'il a été? Est-ce que Henri Lopez, vous l'avez découvert? Il est là-bas également chez vous. Hein? Et c'est de côtoyer, n'est-ce pas, doucement tous ces grands. Est-ce que Dongala, vous l'avez connu? Hein? Tout ça, c'est des grands que vous devez connaître pour mieux parfaire effectivement cette approche que vous avez, parce que je vois que vous êtes fougueuse, vous aimez provoquer, vous aimez connaître. Ce courage, ben c'est très bien. Et d'autre part, cherchez à connaître également un grand sociologue que nous avons eu, je ne sais pas s'il est encore là, c'est le professeur Makambila, parce que grâce à lui, j'ai su qui j'étais. C'est grâce à lui que j'ai compris mes origines. Moi, je suis Larry. Je suis Larry, mais je cherche à me définir. Quand je dis Larry, à un autre moment donné, eh ben, on m'amène plutôt à dire non, je ne suis pas Larry, je suis Sundi. J'ai cherché à connaître mes Larry, Sundi. Et parfois on te dit tu es Congo. Bien sûr, c'est le groupe Congo. Mais là, en lisant ce petit résumé, les quelques mots que vous avez donnés ici, le vieillard Kinounou, chez Motion Larry, c'est Kinounou. Quand je vois ici, ceci est un vieillard à Kinounou et Katinounou. Quand on te dit guérisseur, tu as écrit Yinganga, mais chez moi c'est Benganga. Quelque part, femme, Kientou, mais chez moi on dit Kiento. Ennemi, Imbeni, bon là je suis perdu maintenant. Donc quelque part, Yindumba. Ben, chez nous, effectivement, la jeune fille, Ndumba. Donc, quelque part, je dis, c'est le groupe Congo. Raison pour laquelle, lorsque vous situez que les Yombé viennent de la République démocratique du Congo, permettez que je dise moi aussi que je m'inscris en faux, je n'aime pas ça. J'aime plutôt dire, ça vient, n'est-ce pas, chercher un autre terme pour dire que dans le grand royaume Congo, parce que quelque part, c'est le colonisateur qui est venu pour dire, voilà les limites, vous, c'est la RDC, vous, c'est ceci. Nous avons des familles là-bas où tu retrouves, eh ben, d'un côté l'oncle et de l'autre côté là-bas, tu vois notre oncle par ici, celui qui vit dans ce village a tous ses petits frères de l'autre côté là-bas, quelque part, c'est le même peuple, c'est le peuple Congo. Et quand je retrouve tous ces villes consorts,